Réunion, je savais qu'elle ne commencerait pas à l'heure parce que d'abord il faut le temps que les gens arrivent et ensuite qu'on s'embrasse parce qu'il y a eu le temps des embrassades, des retrouvailles ou de la connaissance. Comme disait Sophie, ce moment ici, c'est évidemment un moment de commémoration. Là, on est au 25e anniversaire, mais c'est aussi un moment de retrouvailles, d'être ensemble, d'être moins isolés, et pour nos amis Tutsis, et pour nous-mêmes qui avons laisser faire et pour qui c'est important aussi de se retrouver avec les survivants, avec la communauté Tutsi, parce que ça nous concerne aussi au premier chef. Alors aujourd'hui, moi je ne vais pas faire beaucoup de choses. On a ici 3 personnes qui ont écrit. Comme disait Sophie, il sort beaucoup de témoignages. Il y en a certains qui sont sortis après le programme déjà, donc ils ne sont pas ici, mais s'ils sont dans la salle, on leur donnera la parole. Il y a donc à ma gauche Vénuste Kaimaye, que moi j'ai rencontré à mon premier voyage au Rwanda, qui est auteur rescapé, qui a écrit assez rapidement après, c'est paru en 2001, un récit, une analyse qui s'appelle France-Rwanda, les coulisses du génocide, et qui en 2014 a publié un récit de fiction, n'est-ce pas, qui s'appelle La chanson de l'aube. Donc Vénuste nous parlera. Je vous présente rapidement les autres. Donc à ma droite, il y a Esther Moujawayo, peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui est psychothérapeute, et qui a écrit, donc, en collaboration avec Souad Belhaddad, un livre qui s'appelle Survivante, et puis La fleur de Stéphanie, un peu plus tard, c'est ça. Et Esther est souvent de toutes les commémorations et nous parle avec beaucoup de... qui a un talent de conteuse qui peut paraître... mais il faut un talent pour parler de ça, sinon ça passe pas. Et puis Beata, Oumoubeyi Mérès, qui avait 15 ans en 1994 au Rwanda, qui a survécu à Butare et qui est une auteure de littérature, qui évidemment, qui ne témoigne pas directement, mais quand vous lirez ses livres que je vous recommande, 2 recueils de nouvelles, et Jo, le deuxième s'appelle Lézarde, et qui vient de publier un recueil de poèmes qui vient de sortir il y a très peu de temps. Voilà, tout ça est en vente sûrement ils sont ici et vous les verrez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner à chacun 20 minutes pour... mais pas plus, puisqu'on a... Et puis après, je pense qu'on va un peu les faire dialoguer, et puis dialoguer avec vous, dans des questions, dans des remarques. C'est pas obligatoirement des questions. Donc pour pouvoir parler, vous appuyez. Moi, je vais faire qui m'était indiqué. Donc, Vénuste, c'est à toi. Merci Régine. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci au Mémorial de la Shoah de nous avoir invités à cette journée dédiée à la commémoration pour la 25e fois du génocide perpétré contre les Tutsis, pour une petite contribution au devoir de mémoire. Et surtout d'avoir conclu un partenariat avec Ibuka France, ce qui ainsi apporte une plus grande visibilité de ce génocide des Tutsis. Merci aussi à vous tous qui êtes venus écouter des témoignages sur cette page sombre de l'histoire du Rwanda et de ces Tutsis victimes de la cruauté de leurs compatriotes et, à un certain degré, de la complicité ou de l'indifférence du monde. Cela nous laisse l'espoir que l'on continuera ensemble à combattre les négationnistes et les révisionnistes de tous les génocides du XXe siècle qui sont légion à travers le monde.
Le livre France-Rwanda, les coulisses du génocide, dont je vais vous entretenir un tout petit peu, a été écrit dans le cadre du projet Festafrica, intitulé Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Ce projet était initié par 2 Africains de l'école de journalisme de Lille, Noki Djedanoum et Maïmouna Koulibaly. Et ce projet rassemblait des écrivains africains auxquels moi je suis venu me greffer, comme ça, un tout petit peu par hasard et heureusement. Dans ce livre, j'évoque parfois avec colère, mais aussi de temps en temps avec un peu d'humour, ce que l'on m'a fait subir comme brimade, injustice, haine, violence durant un peu plus de 3 décennies parce que j'étais étiqueté Tutsi. Et c'était le sort réservé à tous les Tutsis du pays en général, et la logique a voulu que cela aille jusqu'à son terme, jusqu'à la tentative d'élimination totale des Tutsis. Mais aussi, je raconte ce que je savais alors des compromissions d'une grande nation, d'une grande puissance, la France, ce pays-ci, dans la préparation de ce génocide, ainsi que le soutien qu'il a continué d'apporter au régime génocidaire rwandais pendant que celui-ci perpétrait ce crime des crimes. J'ai vu, entendu, appris et compris des choses pas très propres, pas dignes d'un État qui se réclame depuis sa révolution d'être patrie des droits de l'homme et de la démocratie. Et je les rapporte dans ce livre. Un État dont le chef suprême osa dire, je ne vous apprends rien là-dessus, il a osé dire en plein drame et en plein soutien de criminels qui exterminaient une partie de leur peuple que dans ces pays-là, un génocide, ce n'est point très important. Cependant, je ne voudrais pas trop développer là-dessus, mais simplement évoquer cette petite et terrible semaine du 6 au 12 avril que j'ai passée à supplier, presque à genoux, tour à tour mes chefs, la directrice du Centre culturel français qui m'employait et où j'avais trouvé refuge avec ma famille 1 mois et demi plus tôt. J'ai supplié aussi l'agent comptable et un VSN, volontaire du service national, qui l'accompagnait pour récupérer des documents comptables à sauver. J'ai supplié le chef de mission, des inconnus de l'ambassade sur lesquels je tombais au téléphone dans mes tentatives de chercher du secours, les militaires d'Amaryllis, un commandant de Noroît que je connaissais très bien et qui me connaissait. Tout ce monde, je l'ai supplié en vain pour qu'ils viennent en aide à mes enfants, pour qu'ils m'aident à les récupérer dans 2 quartiers de Kigali pour les évacuer. Mais ils se sont tous moqués de moi, notamment Michel Cuignet, le chef de mission, qui m'a appelé le 9 avril pour me dire « Vénus, je t'envoie 57 ou 58 solides gaillards et tu vas les accueillir au centre. » Quand je lui ai demandé de leur demander d'intervenir pour aller chercher mes enfants, il m'a répondu « Écoute, tu verras avec eux. » Ensuite, il y a aussi la directrice du centre culturel que j'ai supplié plusieurs fois, que j'ai même vu, et qui m'a dit qu'on ne pouvait pas faire quelque chose, quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas assez de militaires, parce que ce n'était pas leur mission. Et au moment de s'en aller, elle m'a dit « Mangez le bananier et l'avocatier que j'ai planté dans le jardin. » Il n'y en avait pas. Et cachez-vous bien et attendez que les FPR viennent vous sauver. Et les officiers d'Amaryllis qui étaient au centre culturel, eux, ils m'ont dit « Arrêtez de nous embêter, ce n'est pas notre mission. » Et quand je leur disais que le chef de mission m'avait dit de leur dire de m'aider, ils m'ont dit « Mais mon pauvre vieux, il s'est moqué de toi. » Et c'était vrai. Les jeunes militaires d'Amaryllis, quant à eux, parce que je suppliais tout le monde, je crois que je suppliais aussi même le vent qui passait, eux, ils ont fini par me dire « Arrête de nous embêter, arrête de pleurer sur tes enfants, regarde-nous, notre jeunesse, notre joie de vivre devrait te consoler et te faire oublier tes enfants. » C'était ça la réponse.
Alors ces enfants, pour qui je sollicitais du secours, étaient au nombre de 5 et se trouvaient en 2 endroits de la ville, à moins de 3 kilomètres du centre culturel français, où on les avait envoyés le 6 avril, chassés que l'on avait été par la directrice, très curieusement ce matin du jour où allait avoir lieu l'attentat qui donna le signal au démarrage du massacre, lequel devait emporter plus d'1 million de Tutsis, ainsi que des politiciens Hutus qui refusaient de soutenir le projet génocidaire du régime Habyarimana. Déjà, cette expulsion, sans aucune raison valable, à cette date précise, reste une question sans réponse pour moi. Et qu'était la mission des militaires français, les occupations des éminents diplomates de l'ambassade, qui tous étaient agacés par mes pleurs et mes supplications insistantes. Les premiers s'occupaient de l'évacuation des Français et des étrangers, et aussi de celle des caciques du régime et des membres de la CASU, la petite maisonnée présidentielle qui regroupait les extrémistes Hutus du régime, et qui n'étaient vraiment pas menacés, parce que c'est eux plutôt qui massacraient. Les seconds, dont bien sûr l'ambassadeur et ses adjoints, l'ambassadeur Jean-Michel Marlot, en pointe, s'occupait d'accueillir et de rassembler à l'ambassade de France les figures les plus emblématiques du Hutu Power, leurs amis, pour leur donner des instructions en vue de la formation sur place même du gouvernement extrémiste, ce qu'on a appelé le gouvernement intérimaire rwandais, le GIR, qui allait mener à bien le projet génocidaire. C'est ainsi qu'ils étaient agacés par mes suppliques. Et ce fut pour la première fois que je fus frappé de plein fouet par l'inhumanité de certains gens prétendus civilisés de ce monde. Et je ne parle pas de l'abandon final, le 12 avril, de nous qui étions présents au centre culturel, avec ces militaires arrivés là le 9 avril, si je me rappelle bien, et dont certains jeunes m'ont confié que l'ambassadeur en personne avait interdit notre évacuation. Et ce jour-là, je me suis même humilié à pleurer devant l'insensible journaliste Jean Hélène au moment où les soldats belges de Silverback consentaient, eux, à nous amener quand les Français d'Amaryllis venaient de nous abandonner à une mort certaine. Lui, son journal me l'a envoyé pour une interview, et moi je lui demandais tout bêtement, les larmes dans les yeux et dans la voix, ce que je devais faire. Partir en abandonnant mes enfants ou rester? Il n'a proposé aucune réponse, mais il m'a fait suivre par les services de l'ambassade qui m'ont poursuivi et m'ont fait plein de coups bas dans mon refuge de Nairobi. Mais ceci est, comme on dit, une autre histoire. Une petite précision pour terminer. De mes 5 enfants abandonnés, 4 ont survécu. Une seule a été assassinée, le 8 avril déjà, par des militaires mêlés aux miliciens sur la colline de Kabusunzu, où elle a agonisé de 11h à 23h, touchée par une balle au front, m'a rapporté ma belle-sœur qui s'est trouvée avec elle. Elle s'appelait Aimée. Aimée Ouhunda. C'est pour sa mémoire, celle de ma mère, de mon frère, de mes sœurs éliminées avec mari et progéniture, de tous mes autres proches et amis, et ils sont innombrables, de tous les Tutsis exterminés uniquement pour ce qu'ils étaient. C'est pour leur mémoire que j'écris, que j'essaie de témoigner à leur place de ce qu'ils ont subi, puisqu'ils n'ont plus de voix pour le faire, eux-mêmes, mais aussi pour que cela ne recommence plus. Des politiciens et des militaires très haut placés de ce pays-ci, entre 90 et 94, se sont compromis dans ce génocide en soutenant à fond le régime Habyarimana, puis le gouvernement intérimaire rwandais contre les FPR et les simples Tutsis de l'intérieur, qualifiés eux aussi d'ennemis. S'ils ne l'avaient pas fait avec tant de rage et de détermination, ces dégâts humains n'auraient pas eu lieu. Cela s'appelle complicité de génocide, un crime qui devrait être jugé ici ou ailleurs.
Je vous remercie. Esther va trouver le moyen d'enchaîner, sûrement. Esther. Merci beaucoup, Régine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup de nous accueillir. Ça me fait toujours un plaisir fou d'avoir de nouveau une famille, d'appartenir de nouveau, d'être vivante de nouveau. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on continue à faire de telles activités ensemble. Comme Régine l'a dit, c'est en 2004 qu'avec Souad, nous avons écrit notre premier livre, Survivante. On a beaucoup négocié avec la maison d'édition pour faire un titre qui était bizarre. Donc c'est Survivante, mais le V de vivante au milieu, on a demandé que ce soit en majuscule. Parce qu'on ne voulait pas seulement être survivante, on voulait vraiment être vivante. Et qui on voulait être vivante? En fait, on était une bande de veuves, enragées, folles, tristes au départ, oui, peut-être tristes toujours, mais on voulait, coûte que coûte, que la mort n'ait pas la fin, n'ait pas le dernier mot. En fait, en 1994, donc quand le génocide contre les Tutsis se fait, pendant les 3 mois, on se cache, on tue. Et quand tu survis, tu penses que tu es la seule, tu penses que tu es le seul qui est vivant. Et il y a un jeune, je ne sais pas s'il va parler de son livre aujourd'hui, Charles, il y a un livre qui vient de sortir, Moi, le dernier Tutsi. Parce que sincèrement, quand tu survivais, tu croyais que tu es le seul Tutsi qui est encore en vie. C'était impossible autrement. Et après, je rencontre une copine, Chantal, elle a aussi survécu. Je me rappelle nos histoires du début parce que tu la voyais bien, mais tu disais, mais tu es morte, Chantal. Et puis elle te dit, non, mais c'est toi. Des choses pareilles, parce que c'était quasi impossible, sincèrement, de pouvoir survivre. Pendant les 3 mois, il n'y avait plus où se cacher, il n'y avait pas un seul endroit qui pouvait être sécure. Hier, je parlais avec une amie, ça fait 25 ans, mais elle m'a toujours dit, dans chaque appartement où elle habite, elle se demande toujours où est-ce qu'elle pourrait se cacher. 5 ans après, si ça recommençait, où est-ce que je pourrais me cacher? Donc là, on se retrouve sans plus personne. On se retrouve dans un vide affectif horrible. Tu étais la femme de quelqu'un, tu ne l'es plus. Tu étais la fille de quelqu'un, tu ne l'es plus. Tu étais l'enfant de quelqu'un, tu ne l'es plus. Ils sont tous tués. Et tués de façon abominable. Donc tu survis, mais tu as toute cette culpabilité que toi, tu as survécu, mais pas tes enfants. Ça, c'est le drame de beaucoup de mes amis qui ont pu survivre, mais les enfants ont été tués. Alors, malgré que tu ne pouvais rien y faire, comme Vénus le raconte, mais tu te sens coupable de ne pas avoir pu protéger ton enfant, de ne pas avoir pu protéger un tel. Donc, tu survis avec cette culpabilité. Tu survis souvent avec leurs derniers moments, les cris que tu as entendus, ou bien tu as sauté leur cadavre et tu as fait semblant que tu ne connais pas. Donc, on a des images, on a des sons, on a des choses qui restent à nous. Mais ce n'est pas seulement ce vide affectif et ce traumatisme avec lequel on est, mais c'est aussi, je dis, un vide social. Sincèrement, pour que ce soit possible, pour qu'on puisse tuer pendant les 3 mois, tuer des bébés, j'allais être cynique et dire tuer des hommes Tutsis, ça aurait pu être encore normal, parce que c'est des hommes, ils auraient pu combattre, mais des bébés ou des fœtus qui étaient encore dans le ventre, les vieilles mamans qui étaient alitées, comment tu peux arriver à ça? Et il fallait vraiment... C'est tout le processus on tue d'abord les valeurs, on se retrouve dans une société qui n'a plus aucune valeur, et là, ça devient possible. Tu as enlevé tous les garde-fous, tout est possible, on va basculer. Donc, nous, on se retrouve là, dans cette société sans valeur. À qui tu vas encore pouvoir faire confiance? Puisque l'élève a tué le prof a tué l'élève, le prêtre a tué ses ouailles. L'infirmière, le médecin a tué. Comment tu peux encore vivre dans ce monde sans... Il n'y a pas de valeur, je ne peux pas faire confiance. Je me souviens un exemple banal que je donne toujours, c'était les salutations au Rwanda.
Tu sais, quand on se salue, c'est très spontané, on n'y réfléchit pas. Et c'est la même chose dans notre culture. Tu embrasses quelqu'un, comme la jeune à côté de moi, si elle est jeune, les jeunes filles, je vais lui souhaiter quelque chose. Donc l'aînée souhaite toujours quelque chose à la plus jeune. Donc je lui souhaite un mari, dit le Mugabe. Mais je n'ose pas le dire parce qu'il y a des chances que son mari a été tué. Donc, je ne sais pas la saluer comme ça. Ou bien, Gilabana, je te souhaite des enfants, mais les enfants ont été tués. Donc, je réfléchis à 2 fois avant de dire quelle salutation. Ou bien aux enfants, c'est Gilasonanyoko, je te souhaite père et mère. Mais comment je vais le dire? Est-ce qu'il y a encore père et mère? Et les Rwandais, avec nos vaches, si ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est Amachio. Je te souhaite plein de vaches, mais elles ont été mangées aussi. Non, Donc, tu te retrouves dans une société où la salutation banale n'est plus possible. Et, ah oui, parce que c'est 90% chrétien, tout ce que vous voulez, c'était Yazakuzgwe. On pouvait encore dire que Jésus soit glorifié. Mais tu le dis aux rescapés, à qui on a tué dans les églises, à qui on a encore... Même le Jésus a été coupé parce que, soi-disant, son nez ressemblait à celui des Tutsis. Il y a des statues de Jésus coupées. Donc, sincèrement, c'est ce vide social dans lequel... tu te retrouves, tu dois revivre, c'est pas évident. Et bien sûr, tout le vide économique, tout est détruit, tout est cassé. Et oui, quand je disais le manque de confiance dans l'autre, c'est pas seulement le voisin du Rwanda, c'est aussi, comme Vénus vient de le dire, sincèrement, quand on a vu la fameuse communauté internationale au Rwanda en 1994, je ne voulais plus parler de communauté d'humanitaire, parce qu'il n'y avait plus rien d'humain. Mais pour revenir au livre, je me souviens, il y avait une fois une conférence internationale à Kigali, et là, je dois vraiment repenser à une amie très chère qui n'est plus. Je pense que beaucoup la connaissent dans toutes les conférences. Elle était toujours ici, Marie-Odile Godard. Elle nous a quittés il y a une année. Et nous avons une pensée pour elle. Et là, dans la conférence, quand elle m'entendait parler et tout, après elle m'a dit, Esther, mais pourquoi tu n'écris pas ce que tu dis? Et je lui ai dit, non, je n'écris pas, je peux le dire, je ne peux pas l'écrire. Et là, elle m'a dit, non, tu vas l'écrire et je sais comment tu vas le faire. Et c'est comme ça qu'elle m'a introduit à Souad, qui était son amie. En pensant à Marie-Odile, je pense bien sûr aussi à Naasson, parce que c'est des personnes avec qui on s'est vraiment... On a commencé la bataille ensemble et ils ne sont plus. Hier soir, nous étions avec des jeunes, nous étions avec beaucoup de rescapés. Et il y en a un qui a dit, j'ai vraiment très mal parce que je pense que c'est nous qui les avons tués. C'est nous qui avons tué Naasson, c'est nous qui avons tué Marie-Odile. Et c'est vrai que nous portons des choses qui tuent. Nous portons une tristesse, nous portons une colère, nous portons beaucoup de choses non dites. Et les quelques thérapeutes qui ont reçu, qui ont porté nos choses. Oui, c'est pas évident. Mais pour vous dire, donc, c'est comme ça que Marie-Odile me met en contact avec Souad. Et c'est comme ça qu'on part dans cette aventure qui finalement, c'est vraiment, c'est très beau. Parce que là, on se dit, écoute, le vide dont je vous parlais, ils sont tous partis, ils sont tous morts, ils sont tous... assassinés, tués parce qu'ils sont Tutsis, mais de façon inhumaine. Notre devoir, notre tâche à nous, c'est sincèrement de les rendre humains de nouveau. Alors du coup, dans notre livre Survivante, c'est pas les numéros, c'est pas les statistiques, c'est vraiment beaucoup de noms, c'est vraiment leur caractère. Et c'était des gens beaux, c'était des gens heureux, c'était des gens, comment ils vivaient, les difficultés, mais les bons moments aussi. Ça revient. Mais c'est aussi un peu tout le processus, comment est-ce qu'on en arrive là, parce que beaucoup ont cru, mais comment est-ce que c'est possible que tout d'un coup, ça arrive, mais ce n'était pas tout d'un coup, c'est quelque chose qui vient de loin. Et donc, du coup, je revisite mon enfance en 58, quand je suis née, quand je suis sur le dos de ma mère, on commence à se cacher, on commence à courir. Et en 94, je suis avec ma fille sur le dos, mon bébé sur le dos en train de se cacher. Donc, c'est tout un processus. Et là, ce livre, c'était vraiment leur rendre cette humanité, leur vie, leur nom, qui ils étaient. Montrer comment ça a évolué petit à petit. Montrer tous les moments manqués.
là où on aurait pu parler, là où on aurait pu agir, là où on aurait pu faire quelque chose, et ça n'aurait pas arrivé à 94, au génocide contre les Tutsis, comme on l'a vu. Et c'est ça qui fait très mal aussi avec le génocide des Tutsis, c'est qu'on l'avait vu, on pouvait l'arrêter, et il n'y a pas eu la volonté de le faire. Et c'est pourquoi c'est aussi un peu le livre, je sais qu'au début, on commence avec « j'accuse », et j'accuse bien, et avec raison. Mais je ne suis pas encore pu aller au tribunal. On ira peut-être. Mais ce qui était aussi important, et là aussi, quand on finit seulement avec l'image, l'horreur du génocide, ça ne fait pas justice à la force, à la vie qui était en nous et que je veux transmettre aussi aux générations qui viennent. Et pas seulement, bien sûr, c'est toute la force intérieure que nos parents, à travers les différents programmes qu'il y avait, mais c'est aussi un peu... Et c'était très paradoxal. Le Rwanda, c'est très beau. C'est très beau. Et le problème, c'est que d'avril à juillet 94, c'était aussi très beau. Les fleurs ont continué à fleurir, les choses ont continué à être vertes, mais c'était agaçant. Toi, tu croyais que tout peut s'arrêter, mais ça ne s'est pas arrêté, ça a continué à fleurir. Et toi, tu es là, tu crois que ça fleurit à cause du sang des tiens. Et là, c'est un peu aussi, on parle un peu de tout ce qui est réconciliation, comment les gens vivent encore ensemble. Mais moi, je vais encore plus loin avec la réconciliation. C'est pas la très bon marché de dire oui, on se réconcilie, oui, on se donne la main. Et il y a des choses des fois horribles quand tu vois les gens qui proposent aux rescapés, prends la main du tueur, on vous photographie et on vous donne un petit quelque chose, mais c'est horrible. Et on a déjà à se réconcilier, on a déjà du mal à être bien avec soi-même, avec ce complexe de culpabilité que tu as comme survivant. Et tu as du mal à te réconcilier avec cette nature qui est belle, mais qui n'a pas pu être belle pendant ce temps. Donc un peu de mots. C'est pour ça que je pense que c'était très bien d'écrire ça, parce que ça reste. Nason est partie, Nason est morte, m'a dit, elle est morte après Berthe, notre jeune Berthe. Elle est morte, mais ils ont laissé quelque chose. Et c'est pour ça que c'est vraiment fantastique que les jeunes, que tout le monde est en train d'écrire, et laissent quelque chose. Et je voudrais, excuse-moi Régine, juste lire pour une amie, pour les amis qui ont... Sophie a parlé tout à l'heure de ce cahier de mémoire. C'est fantastique, tout ce qui se fait maintenant à Kigali, au Rwanda. Les femmes se mettent à écrire, les histoires sont écrites. Combien nous serons encore dans quelques années? Mais on disparaît. Mais ça ne disparaîtra pas. Et ça, c'est une maman, Speciosa Mkairanga, qui parle de l'abandon des Tutsis à l'Eto. L'Eto, c'était l'école technique officielle. Je dis dans ces mots, le 10 avril 1994, très tôt le matin, en plein brouillard, nous avons pu gagner l'école technique officielle de Kigali, où était installée la Minuar. Ça, c'est la force de l'ONU. À leur arrivée en août 1993, les agents de la Minuar armée se promenaient dans nos quartiers, proclamant qu'ils étaient venus pour assurer la sécurité de tous les Rwandais. Nous avions leur numéro de téléphone et le communiquions à nos amis. Ils étaient courtois, c'est pourquoi 2000 personnes venues des quartiers environnants s'étaient réfugiées là. Le réfectoire, les classes, les salles, les bureaux, les dortoirs, les garages et les ateliers étaient remplis de réfugiés. Quand nous sommes arrivés, ceux qui étaient sur le terrain de football ont applaudi à la vue de mon mari. Ils étaient heureux de voir que lui, le militant des droits de l'homme, admiré et apprécié par ses collègues, avait réussi à atteindre le sol de l'ONU. En présence de la Minuar belge, munie de son équipement militaire et de ses moyens de communication, et connaissant l'objet de sa mission au Rwanda, nous nous sentions pleinement en sécurité. C'était le jour du grand espoir de survie, et ce fut le dernier. Le lundi 11 avril 1994, beaucoup de Tutsis blessés continuaient à affluer de partout. Ils venaient d'assister impuissants à la mort des leurs. Arrivés à l'Eto, ils étaient soulagés et nous les consolions. Dans la matinée, les miliciens Interahamwe ont essayé de lancer les grenades sur nous. Ils étaient à l'extérieur, loin de la cour et du stade où nous nous trouvions. Les militaires de la Minuar nous conseillaient de nous coucher à terre. Ils braquaient leurs armes vers les Interahamwe sans bouger de leur poste. Les miliciens ne sont pas entrés, ils avaient peur de la Minuar.
Ce jour-là, il y a eu des mouvements de foule contradictoires. Les militaires rwandais venaient trier leurs familles ou leurs amis qui s'étaient réfugiés à l'école par erreur. Ils les ramenaient chez eux. À l'extérieur, d'autres militaires rwandais poussaient les Tutsis vers l'école. J'étais avec les 2 jeunes femmes qui pleuraient, disant que la Minoire allait nous abandonner. Je les consolais en disant que c'était impossible. Je ne pouvais imaginer leur trahison et notre abandon. Les soldats belges et français sont venus trier tous les blancs et les couples mixtes, les enfants métis et tous ceux qui avaient un rapport avec les blancs. Il y a eu aussi le tri de toutes les personnes travaillant pour les organismes onusiens et leurs familles sur présentation des cartes de travail. Les camions militaires les ont évacués et ils sont partis. Nous venions d'assister impuissants à 2 tris qui annonçaient notre mort. À l'intérieur de l'école, la Minoire a averti les Tutsis qu'elle allait partir et que notre sécurité serait assurée par l'armée rwandaise. Nous leur avons dit que les militaires rwandais allaient tous nous tuer, ce qu'ils savaient pertinemment. Les préparatifs de départ ont commencé dans la plus grande discrétion. Les camions sont arrivés, les agents de la Minoire se sont précipités dedans et les camions sont partis à toute allure. Des jeunes gens se sont couchés par terre pour leur barrer la route. Les soldats de la Minoire installés sur les camions ont tiré en l'air. Les jeunes Tutsis ont cédé le passage. Certains ont essayé de monter dans les camions, mais les soldats les ont jetés à terre et ils sont partis sans se retourner. Pourtant, ils avaient vu que l'école était encerclée par les miliciens et les militaires rwandais qui avaient planifié de nous tuer après le départ de la Minoire. Ils nous ont trahis et abandonnés, nous laissant entre les mains des bourreaux. Ils n'ont pas eu pitié des bébés de 4 jours ni des vieillards de 85 ans. Nous étions Tutsis, nous devions tous mourir. C'était un génocide. Il m'est difficile de vous décrire notre état d'âme. Nous étions affolés, apeurés, désespérés, nous disant adieu l'un à l'autre. Les Interahamwe sont entrés dans les taux et ils ont commencé à tuer tous les Tutsis sur leur passage. Avec mon mari et d'autres, nous avons pu sortir. Arrivés à l'extérieur, juste derrière l'enclos de l'école, nous avons vu des militaires qui braquaient leurs armes sur nous. Ils nous ont tous fouillés, ils ont pillé l'argent et les montres, tout en nous insultant. Les miliciens et les militaires grouillaient sur tous les chemins. Une barrière avait été érigée et nous barrait la route. Nous attendions des coups de sifflet et le bruit des tambours venant des collines environnantes. Les miliciens appelaient au rassemblement pour tuer les Tutsis qui fouillaient les taux. Sous la grande pluie d'avril, nous courions, espérant arriver au stade Amahoro. C'était une foule hétérogène de vieilles, de vieillards, d'hommes, de femmes portant des bébés, d'enfants, d'infirmes, voire même des paysans innocents qui pleuraient la mort du président Habyarimana. En cours de route, dans les marais, sur les collines, les miliciens tuaient et pillaient. Nous avons couru jusqu'à la route principale qui va à l'aéroport international. Mais les militaires nous ont fait rebrousser chemin jusque sur les lieux du massacre. Le colonel Renzaho, préfet de la ville de Kigali, avait donné l'ordre aux militaires de nous ramener là et de nous tuer hors du regard des Européens. La marche vers la mort a immédiatement commencé. Je ne sais pas si je trouverai les mots pour la décrire. Devant nous, il y avait une camionnette avec des militaires et des miliciens qui braquaient leurs fusils sur nous. Derrière, nous étions poursuivis par des militaires, des miliciens, des voyous, des femmes, des jeunes filles. Tous nous insultaient, nous reprochant la mort du président Habyarimana. Ils tuaient, ils coupaient les tendons aux chevilles, ils pillaient, ils nous huaient. En cours de route, mon mari fut reconnu et les miliciens crièrent « On te tuera, il n'y aura plus personne pour écrire des articles contre le régime. » Ils lui ont arraché sa montre, ses lunettes, sa casquette. J'avais peur qu'on le tue. J'ai essayé de dissimuler son visage avec mon pagne, mais en vain. La marche était terrible. Nous étions fatigués, assoiffés, affamés. Marchant sous la pluie et dans la boue sans chaussures, nous allions vers la mort. Tout au long de la marche, mon mari est resté silencieux et soudain il m'a demandé pardon en disant qu'il aurait dû m'envoyer ailleurs. Je lui ai répondu que nous pouvions mourir heureux car nos enfants étaient hors de danger. Les 2 aînés étaient au Burundi et les 3 autres à Butare. Nous ne savions pas que le génocide était orchestré et mis en œuvre dans tout le pays. Et mon mari est mort sans savoir qu'un grand nombre de Tutsis, dont nos 2 fils, seraient tués à Butare. Les planificateurs nous avaient trompés en nous faisant croire que le sud du pays était sûr. Arrivés sur le lieu du carnage, les tueurs ont lancé des grenades sur nous.
Ils ont tiré sur les bébés, sur les vieillards, sur les femmes enceintes, sur nos mères, nos maris, nos amis, nos voisins, nos enfants. Ils ont tiré sans pitié sur tous les Tutsis. C'était un génocide. Puis ils ont dit qu'ils étaient à court de munitions et ils ont appelé les miliciens à la rescousse pour qu'ils poursuivent les tueries avec des armes traditionnelles. Après le départ des militaires, les Interahamwe ont continué à tuer avec leurs machettes, leurs gourdins, leurs haches, leurs marteaux et autres outils agricoles ou domestiques. J'ai entendu un milicien dire « Toi, cancre-là, je vois que tu portes un costume payé grâce au salaire que notre président te versait et tu t'es réjoui quand il est mort. » Le cancre-là en question, c'était mon mari. J'ai entendu qu'on lui portait un coup très fort. Il a commencé à délirer, racontant tout ce qui s'était passé. Puis il s'est tu. Les miliciens insultaient, tuaient et pillaient tout en même temps. Ils marchaient sur les cadavres comme si c'était le sol. Pendant les tueries, aucun Tutsi ne gémissait, pas même les bébés. J'entendais les insultes proférées par les miliciens et les bruits de leurs armes. Ils ont continué leur besogne jusqu'à la tombée de la nuit et sont partis en promettant de revenir le lendemain matin pour achever ceux qui n'étaient pas morts ce 11 avril. Après leur départ, j'ai entendu tout ce qu'un cœur humain ne peut supporter d'entendre. J'ai entendu les pleurs des bébés jusqu'à leur épuisement, jusqu'à la mort. J'ai entendu les enfants réclamant à boire à leur père. J'ai touché, entendu, écouté, senti, vécu l'horreur. Mon cœur et mon âme ont touché le fond. Je suis morte parmi les morts, mais je suis restée en vie avec une plaie qui ne se refermera jamais. On survit à un génocide, mais on ne survit jamais à ses conséquences. La vie, le temps, nous apprennent à vivre tant bien que mal, mais la souffrance est singulière et reste encryptée en chaque survivant. Dans la capitale, en un seul jour, le 11 avril 1994, plus de 3500 Tutsis ont été tués en 3 heures. C'est dire l'extrême rapidité de ces génocides qui a fait 1 million de morts en 100 jours. Les Tutsis ne sont pas morts en raison de l'attaque du FPR en 1990, ni en raison de la mort du président Habyarimana. Ils sont morts parce que tout était planifié de longue date. Merci. Et merci à Florence pour donner la parole à toutes les femmes. Merci Esther. Donc Beata va peut-être nous parler, elle, un peu plus du sujet global de cette table ronde, qui est qu'est-ce que la littérature permet ou ne permet pas, et pourquoi elle a choisi, elle, d'écrire, pas sous forme de témoignages, mais sous forme de nouvelles, de poèmes, ce qu'elle a écrit. Je ne sais pas si tu vas nous parler de ça, Beata. À toi. C'est difficile de... Bonjour à toutes et à tous. Merci Régine. Merci Vénuste et Esther pour vos mots. Merci Mémorial de la Shoah de l'invitation et à l'association Ivuka pour l'organisation de cette journée. Merci à vous d'être là un dimanche matin, alors qu'il fait beau dehors. Venir écouter nos histoires rwandaises, je me dis toujours, et je pense que les rescapés seront d'accord avec moi, vous êtes des gens exceptionnels en fait, de faire ça, de venir nous écouter. D'accepter d'entendre ces histoires-là. Et nous, les rescapés, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir, à se préoccuper de est-ce que ça va pas être trop dur pour l'autre en face, là. Parfois, s'auto-censurer. Et en fait, j'y sta parce que ça fait partie de la raison pour laquelle moi, j'ai choisi la littérature. Le témoignage que lisait Esther, c'était donc le 11 avril. Moi, j'étais à Boutaré, la principale ville du sud du pays. Et le génocide allait commencer une dizaine de jours après, à Boutaré.
À Boutaré, on lisait beaucoup. Il y avait un centre culturel français. Il y avait l'extension universitaire, pour ceux qui connaissent, avec des vieux livres qui dataient du temps des Belges. Et moi, j'ai grandi dans une ville et dans un environnement où on lisait beaucoup et où les livres étaient là pour dire la vie ailleurs. Il y a quelques mois, je suis allée à une vente de livres d'occasion, là, quand la bibliothèque de Bordeaux brade les livres à 1 euro. Et je tombe sur... Il y a une couverture comme ça qui m'a... Et ça s'appelait J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. Avec cette couverture très vieille de livres de poche où on voit des fils barbelés. Et ça a été vraiment un moment de choc pour moi de revoir ce livre que j'avais lu, je sais pas, 13-14 ans, un peu avant le génocide, où j'avais pris conscience de ce qui s'était passé en Europe pendant la guerre et la Shoah, sans savoir que quelques mois, quelques années plus tard, j'allais écrire dans mon journal, on était caché, j'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. Donc il y avait eu des livres avant. Et puis moi j'ai énormément de chance. J'ai pas vécu ce calvaire-là. On s'est caché, on a eu faim, on a eu très peur. Mais de miracle en miracle, on a pu quitter le pays le 18 juin, caché au fond d'un camion de terre des hommes de Boutaré, aller au Burundi et arriver en France. Je suis arrivée en France le 5 juillet 1994. Sans avoir été machetée, sans avoir été violée. Indemne aux yeux de tous. Accueillie par une famille française formidable. Tout de suite reprendre les études. Un cadre fantastique, quoi. Beaucoup de chance, pendant que les autres étaient en train d'essayer de soigner leurs blessures, de retrouver les corps, avec un pays qui était complètement détruit. Et donc j'avais jamais pensé que j'écrirais. Donc je fais mes études en France, vraiment très privilégiée. Chaque fois qu'il y a un texte qui sort sur le Rwanda, je me précipite dessus. Je le lis. Je comprends a posteriori, en fait, l'amplitude de ce qui s'est passé. Les témoignages, les premiers témoignages qui sortent de survivants Tutsis. Je me rappelle aussi, voilà, avoir lu avec une immense... Et le mot émotion, je trouve qu'il est tellement galvaudé que survivante, d'être allée écouter Esther. Et à chaque fois, c'était un effondrement. Et en même temps, c'était tellement important que ces textes existent. Et les années passent. Je me rappelle que j'étais étudiante à Lille quand j'ai connu les gens de Fest Africa dont parlait Vénus. C'est à ce moment-là aussi que je l'avais croisé à Lille, avec des écrivains africains qui sont partis, qui ont fait ce projet Écrire par devoir de mémoire, dont Boubacar Boris Diop par exemple. Et je lisais avidement tout ça pour comprendre, comme s'il y avait quelque chose à comprendre, mais en tout cas pour connaître ce qui s'était passé pendant que moi j'étais cachée dans des pièces, dans des caves, à Boutaré. Et l'autre expérience, pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'écoute, c'est que je me suis rendu compte que les gens de mon entourage étaient d'une gentillesse absolue. Les gens avaient vu ce qui se passait à la télé avec des informations plus ou moins erronées d'ailleurs sur ce qui se passait au Rwanda. Mais j'ai commencé à voir les regards fuyants quand tu commences à raconter, en fait. Et un de mes personnages dans mon premier recueil de nouvelles est Jo, il dit c'est une fille qui est très en colère.
Agrippine, elle dit les gens ici demandent ça va, mais ils n'attendent pas de réponse. Et donc j'ai appris à dire ça va. Ou alors ils vous coupent la parole pour vous raconter leur propre malheur. Et en fait, ce qu'on a à raconter, c'est, moi je dis toujours, on dit c'est indicible. Et non, les mots peuvent tout raconter. On a tous les mots pour décrire la preuve. Mais est-ce que c'est entendable ? Et ce mot d'entendabilité qui n'existe pas, mais moi c'est cette question-là qui s'est posée, et aussi parce que parfois je lisais des témoignages et je voulais les faire lire à des gens et ils disaient non, c'est trop dur, je peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et Régine Vintreter, dans ton livre Sortir du génocide, que j'ai relu il n'y a pas longtemps, tu dis ça aussi de la Shoah, c'est-à-dire qu'au lendemain de la Shoah, il y a eu des gens qui ont écrit beaucoup, qui ont raconté. Parfois, c'était même une logorée comme ça. Tu parles par exemple d'un texte, d'une lettre de Robert Antelme, je pense qu'il a écrit à son ami, et ça avait besoin de sortir. Et certains, on les ont écrits, puis c'est parti dans un tiroir, et puis... Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y avait... Moi, j'ai vu quelque chose de parfois contradictoire, un impératif paradoxal, auquel moi, voilà, des gens venaient me dire, est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as vécu, puis on va l'écrire. Bon. Témoigner. Allez témoigner. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui témoignent, parce que je pense que c'est extrêmement... ça demande beaucoup. Et en même temps, ceux qui ne veulent pas entendre. Comment on se situe là ? Je vais vous lire peut-être des petits textes que j'ai écrits dans mon dernier recueil qui essayent de mettre des mots sur ces choses-là paradoxales. Nous ne parlons pas, on dira que c'est par pudeur. Nous taisons notre exaspération, injonction globalisée, racontez. Vous vous devez de faire œuvre, racontez donc. La grande pieuvre du récit, cherchez des rimes à l'histoire, c'est un devoir à noter. N'oubliez pas de regarder le micro, des yeux, des oreilles et du tempo. Ça fera un bon papier, une photo forte à propos. Nous ne nous ferons pas feuilleter, zapper, buzzer. Il est des silences qui n'ont pas de mots, des solitudes sans tempo. Parce que la modernité aussi veut que le témoignage soit dans un cadre. Vous avez 5 minutes pour... et puis, n'oubliez pas de regarder... Et c'est d'une extrême violence. Ça peut être d'une extrême violence, ça. À la fois, il y a des gens qui vous disent « parlez », mais dans ce cadre-là bien précis. Et puis, il y a un autre de mes personnages qui dit je crois que c'est encore Agrippine. Il faut que les gens puissent continuer à manger leur steak en regardant la télé aussi. Donc, il faut qu'il y ait un peu d'humour. Et puis surtout, il faut que vous les rassuriez sur le fait que vous allez bien. Et moi, ça m'avait frappé, par exemple, la 10e commémoration. Il faut me dire le temps, parce que là, j'ai vu tellement d'articles qui... tellement d'articles occidentaux qui parlaient de la réconciliation, avec des photos où on voyait un bourreau et sa vie... Et en fait, tout ça, c'est fait pour rassurer le monde. Parce que le monde, si on lui dit, en fait, on va pas bien... Et puis on est en colère contre vous parce que vous nous avez... Il y a quelque chose aussi que tu dis sur le... ce qui a été vécu, ok. On va pas parler de résilience, s'il vous plaît, ok. Mais on vit avec. Mais peut-être une des choses les plus insupportables, c'est que le monde entier nous a... C'est cet abandon-là, c'est cette mise à l'écart-là, et de se dire comment je réintègre cette humanité. Voilà. Et en même temps, donc, qui nous écoute ? Et la peur
de notre souffrance. C'est un autre texte. Bordeaux, rue du 30 juillet. On a sauvé puis restauré la paix. Si vous tournez à gauche, vous trouverez sans faute la rue Gobineau. Autrefois, on disait « Le néant s'est niché dans l'abîme et le vent l'a déniché ». Ougarama, un sentier, le 21 juillet. Il y en a pour s'émerveiller dans les journaux français, trouver grandioses les tueries. Autrefois, on croyait que le vent pouvait dénicher le néant de l'abîme. 100 ans après, toujours la même tragédie de l'inexactitude. Essayez d'expliquer ce qui vous est arrivé, mais faites un petit effort de vulgarisation. Il faut prévenir l'absence d'émotivité en trouvant un angle, une originalité. Un bâillement est si vite arrivé. Je vous écris du bord de l'abîme. Je sais que vous me lisez, assoupi dans votre canapé. Ce n'est pas que nous soyons insensibles, nous sommes prêts à aller jusqu'à signer un papier, un chèque, une pétition. Est-ce que ça sera en partie exonéré? La main sur le cœur, l'œil sur la montre. Les souvenirs ne sont pas contagieux. Mais il faut veiller à circonscrire le néant. Le chagrin qui déborde, c'est toujours ennuyant. L'insonorisation est un acquis de la modernité. Comprenez mon émotion, disait le président à vie. Vous n'aviez pas le temps pour l'interminable, le sans fond. C'était l'été. Vous étiez niché dans le confort et l'indifférence. Le jour où ils nous ont débusqués, je me suis réfugiée dans un serment posé sur les marches d'une cave. Quand tout sera fini, nous nous retrouverons d'ici peu, peut-être la fin du mois de juillet. Je suis revenue. Nous étions des revenantes. Il s'est passé ceci, ici. Les marches ont été emmurées. Je commence à raconter. Tu changes de position, ton poignet, tes paupières sont lourdes, ta toux légère, irritée. Un petit vent emporte mon souvenir, nous cherchons toujours un rempart derrière lequel nous protéger, les uns des autres, les unes des autres. Et donc, comment raconter pour moi, ça s'est passé. Et il y avait d'autres choses aussi. C'était des gens c'est quelque chose qui s'est passé au loin, en Afrique. Vénus disait bien, c'est un génocide dans ces pays-là, ça n'a pas d'importance. Et comment faire en sorte que les gens puissent se dire, ben, ça pourrait être moi. Et donc, très longtemps après, et peut-être en réaction à un texte d'une auteure que j'aime beaucoup, Annie Ernaux, dans les années qui dit on avait moins envie de s'intéresser à ce qui se passait en Afrique, au Rwanda, parce qu'on ne savait pas qui des Hutus et des Tutsis étaient les bons et les méchants, et on se dit mais c'est pas possible, quoi. Et en réponse à tous ces gens-là, je me suis dit je vais écrire, mais je vais écrire peut-être d'une façon qui pourra être entendable. Et je cite souvent Samprin, mais je pense qu'Elie Wiesel aussi a dit ça sur le fait que peut-être que la littérature et que trouver une forme passant par l'art pour faire entendre des choses et accrocher des écoutes pour ceux qui n'étaient pas en mesure, en courage d'écouter les témoignages dans toute leur... Donc j'ai écrit mon premier recueil de nouvelles qui s'appelle Ejo. Pour ceux qui ne savent pas, Ejo en Kinyarwanda, dans notre langue, qui est pourtant une langue très riche, hein, c'est le même mot pour dire hier et demain. Et donc moi, j'ai fait le choix de parler d'avant et d'après, dans mes deux recueils d'ailleurs, que ce soit Ejo ou Les Ardes, pour faire tourner autour du pot, mais aussi... Enfin, c'est pas tourner autour du pot, c'est un angle différent, un point de vue différent, mais qui fait entendre quand même les échos, la déflagration de cette histoire dans nos vies, encore aujourd'hui. Mais c'est compliqué aussi de se dire que peuvent les mots. Voilà. Est-ce que les mots sont à la hauteur? Je vous lis un dernier texte et puis après sur ces interrogations-là, du coup, on est au printemps bientôt.
Et ça parle aussi de... Les mots que je croyais magiques ne sont que des brisures du passé, des choses asséchées. Les mots devenus pleutres s'enfuient, se dispersent dans l'air, avouent leur impuissance, chargée d'absence. Les mots insouciants ne nous ont jamais permis d'imaginer ce qui allait arriver. Au printemps, quand les herbes sont trop hautes, on les coupe. Les mots rapetissent devant les impératifs quotidiens, deviennent bruit, onomatopée, fausse tonalité. Et revoilà le printemps. La pluie arrose les herbes folles qui poussent. Les mots sans queue ni tête glissent d'une oreille à l'autre, une langue comme un serpent qui cherche à se justifier, inutile, entortillée, essorée, froide, effrayée, désorientée. Quel fil tissé, tiré, pour ouvrir d'un coup sec comme on arrache une dent le couvercle du chagrin, qui dira comme il se doit, les coups coupés. Les mots comme nous ont été transformés en serpents que l'on coupe. Il y a toujours une référence aussi à notre langue maternelle, le Kinyarwanda. Et je pense que là, c'est aussi important aujourd'hui où on parle d'écrire, de dire d'où on parle. La plupart des gens qui écrivent leur langue maternelle, presque tous, c'est le Kinyarwanda. Et la langue maternelle, la langue d'où on pense, la langue qui a construit notre imaginaire, je pense, est très importante de la faire entendre. Par exemple, là, dans ce poème, je parle du couvercle du chagrin. C'est un proverbe rwandais qui dit « Umutemere wishavu nijosi ». Umutemere wishavu nijosi, c'est bien ça. Le cou et le couvercle du chagrin. On a une langue très métaphorique et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont restées là. Et ce coup-là, comment on fait en sorte que ça sorte et que le chagrin puisse sortir. Et je pense que c'est important, oui, de parler de notre langue et aussi de ce que notre langue, parfois, n'est plus en mesure de dire et de contenir. Je voudrais remercier nos 3 oratrices et orateurs, parce qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui sont très importants, sur lesquels peut-être vous allez dialoguer, ou on va dialoguer avec la salle. D'abord, cette idée du langage et de la langue entamée. Parce que quand même, alors, la langue maternelle, le langage, les mots, on sait qu'un génocide, ça commence d'abord par les mots. On commence d'abord à changer, à euphémiser les mots, à changer leur signification, mais doucement, c'est ce qu'on fait. On connaît l'étude de Klemperer sur LTI, la langue du Troisième Reich. On prend des mots et puis on change doucement leur sens, mais pour l'extérieur, ce sont des mots qui ont l'air innocents. Alors, et on commence à disqualifier, voire humilier dans les mots les personnes que l'on va ensuite tuer. Mais on les tue d'abord dans la langue. Moi, je dis qu'un génocide, ça commence dans la langue. C'est pour ça que l'idée après de comment on retrouve des mots pour parler, pour témoigner, pour écrire, ça, c'est très, très important. Donc, quand tu disais, ça m'avait étonné au début, tu as dit, mais les mots, ils existent, on peut écrire. Oui, mais après, tu as un peu... tu es revenu là-dessus en disant les mots sont quand même impuissants, il va falloir sortir de cette langue qui a été contaminée, qui a été souillée. Le Kinyarwanda a été souillé, puisque les mots, il y a certains mots qu'on ne peut plus employer sans évidemment penser à ce qui s'est passé et à leur signification pendant le génocide. Ces mots, je me demande, ils sont restés entamés, c'est-à-dire que la langue a été entamée d'abord. Mais est-ce que les mots sont impuissants ou est-ce que le combat s'est retrouvé tant dans les témoignages que dans la littérature, retrouver des mots
qui puissent garder leur puissance. Et comme tu dis, les mots galvaudés, émotion, chagrin, est-ce qu'ils ont la même signification? Non. C'est-à-dire on doit se battre avec une langue. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez en français. Tu parles de ta langue maternelle. Je voulais vous demander, est-ce qu'au fond, écrire dans une langue qui n'est pas tout à fait la langue maternelle, est-ce qu'au fond, ça permet peut-être, en même temps c'est le français, c'est compliqué. Après ce que Vénus a raconté et que malheureusement on sait, est-ce que ce petit décalage permet quelque chose? Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que si vous aviez écrit en Kinyarwanda, où il y aurait eu peut-être moins d'écho, nous on n'aurait pas pu vous lire, ça c'est sûr, vous pensez que ça aurait été différent? Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que c'était possible? Je n'aurais pas pu écrire un Kinyarwanda avec Souad. Et je n'aurais pas pu écrire toute seule sans Souad. Mais je voulais juste souligner, il y a une chose qui me fait vraiment plaisir pour le moment. Les livres commencent à sortir en Kinyarwanda. Et ça, c'est fantastique. Vous savez, le livre de Gaël, Petit Pays, oui. Il vient d'être traduit en Kinyarwanda et ça, c'est fantastique. Et il y a d'autres... Bahizi a écrit aussi en Kinyarwanda. Parce que maintenant, Régine, c'est bien, tu as pu me lire, mais beaucoup au Rwanda n'ont pas pu me lire. Exactement. Donc, je pense qu'on a des chantiers dans tous les sens. On doit le faire dans tous les sens. D'accord. Beata. Oui, c'est vrai que quand tu parlais sur notre langue qui a été entachée, je pense par exemple au mot gukora ou akazi, le travail, faire du travail, qui était un mot qui était utilisé pendant le génocide, qu'on ne peut plus utiliser de façon neutre. Mais ça me fait penser aussi à quand Charlotte Delbo dit que quand quelqu'un dit « je suis mort de faim », elle trouvait ça insupportable parce qu'elle savait ce que c'était que mourir de faim. Donc, on réhabite une langue. Moi, je pense que la richesse vient du fait d'habiter les frontières entre les langues aussi et de pouvoir les utiliser pour trouver l'espace pour dire. Moi, je n'aurais pas été capable d'écrire en Kinyarwanda. Mon niveau de Kinyarwanda, c'est un niveau de vie du quotidien. Je ne peux pas écrire de la poésie en Kinyarwanda. J'ai appris le français très jeune à l'école maternelle, donc j'ai été bilingue très jeune, mais mon rapport aux mots, à l'écriture, à la littérature s'est fait essentiellement à travers le français. Mais je rejoins complètement Esther sur l'idée que c'est important que ça puisse se dire dans toutes les langues, dans la langue dans laquelle les gens peuvent trouver la bonne distance qu'il y a, que c'est la richesse aujourd'hui de notre nation, de notre pays, de pouvoir naviguer entre plusieurs langues. Et après, toute la question, c'est de pouvoir être publié, c'est d'avoir des espaces pour écrire. Et je pense qu'ici, c'est aussi, nous sommes, vous avez été les premiers, nous on arrive derrière. Il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent écrire. Et pour savoir ce que c'est déjà, ce qu'est écrire en France, j'imagine ce que c'est au Rwanda. Trouver la fameuse pièce à soie de Virginia Woolf, trouver des ateliers d'écriture, des lieux à soi où on puisse écrire et puis des possibilités d'être publié, quelle que soit la langue, pour pouvoir être, parce qu'on écrit aussi pour pouvoir être lu. Et je pense que c'est aussi de ça dont il s'agit et qui est important de pouvoir encourager pour que ces paroles-là, ces mots-là, quelle que soit la langue, puissent être produits, imprimés, publiés et lus. Et aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on vient aussi de l'oralité, nous. Et cette oralité-là, elle est importante. On peut la traduire dans l'écrit.
Mais ça passe par le théâtre, ça passe par le théâtre radiophonique, et tout ça, c'est important aussi. C'est aussi cette autre littérature-là, cette autre qu'il faut encourager. Oui, je pense que on peut et on doit écrire aussi en Kinyarwanda. Mais évidemment, ça, c'est le choix de chacun. On ne peut pas forcer les gens à écrire dans une langue que souvent, ils n'arrivent pas à cerner. Parce qu'on peut être rwandais, mais ne pas savoir écrire en Kinyarwanda. Bon, ce n'est pas mon cas. Moi, je peux écrire en Kinyarwanda. C'est d'ailleurs ainsi que mon deuxième livre, La chanson de l'aube, qui est une fiction en très grande partie, mais entièrement consacrée au génocide des Tutsis, l'intention de le traduire en Kinyarwanda et de le faire traduire en anglais. Mais le premier livre, France-Rwanda, les coulisses du génocide, déjà le titre vous fait sentir que je visais un public autre que rwandais. Bon, donc moi je pense que des jeunes surtout commencent à écrire en Kinyarwanda. Beata parlait de la difficulté de trouver des maisons d'édition. Je fais partie aujourd'hui d'une maison d'édition qui s'appelle Izuba et qui est installée maintenant aussi au Rwanda. Et on publie beaucoup de témoignages ces jours-ci et on compte publier des témoignages en Kinyarwanda aussi. Et donc, bienvenue à ceux qui veulent le faire. Et nous ne sommes pas très, très difficiles. Si c'est un témoignage, on le publie tel quel, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à des témoignages, sauf quand, évidemment, on voit qu'il y a des problèmes d'erreurs historiques et autres. Mais sinon, donc, on peut, et on offre maintenant des facilités à des gens, des Rwandais, qui veulent publier en Kinyarwanda. Voilà, je crois que c'est la seule réponse que j'ai. Merci, Vénus. Régine, oui. Je voulais juste ajouter ou bien vous informer les différentes façons de transmettre, les différentes façons. Et pour ça, Souad, bravo, parce que Souad a pu adapter Survivante sous forme de théâtre plus court, mais qui est accessible aux jeunes. Et il passe beaucoup dans les écoles. Et ça, je me souviens quand on en a discuté, elle dit, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas se taper le livre, là. Mais quand ils font c'est combien de minutes, Souad? 1h30. Mais vraiment, dans les écoles, tel que c'est présenté, ça fait... Après, ils vont avoir envie de lire le livre, mais comment ils vont plus le prendre? Il faut trouver la formule, il faut trouver la langue, il faut trouver la formule. Et là, c'est quand même... On a pu toucher beaucoup de jeunes. Le débat, parce que ce qui se passe, c'est au fond, c'est pas seulement la question de la littérature, c'est par quels moyens on peut faire passer ce qui s'est passé et informer. Et c'est ce qui s'est passé avec la Shoah. Tous les moyens sont bons, du moment qu'ils sont honnêtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distorsion, puisqu'on voit qu'il y a aussi des fictions qui sont des distorsions. La littérature, la musique, les chants, la danse, le théâtre, la peinture, j'en oublie sûrement, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est-à-dire la sculpture, les films, c'est-à-dire que l'art, et ça c'est Samprin qui le disait, il faut une parcelle, il faut de l'art, parce qu'on dit quelquefois, mais comment on va mêler l'art à quelque chose de réel qui s'est passé, mais sans un peu d'art, au sens, pas d'artifice, au sens de quelque chose qui va nous aider à faire passer, à faire, comme tu dis, que des jeunes, parce qu'on s'adresse, puissent s'intéresser et éventuellement après lisent, même s'ils lisent que des morceaux. Parce qu'effectivement, quand on arrive avec des gros livres, il y a peu de gens, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Moi, j'ai des amis à qui je dis, lisez ça, si le bouquin est énorme et qui ne connaissent pas bien le Rwanda. Et que... Bon, bah, ils ont beaucoup d'autres choses à lire. Alors, il faut que je trouve, c'est bien, il faut que je trouve un livre plus court. Maintenant, quant à ton livre, France-Rwanda, moi, ça a été le premier coup de poing dans la figure. On t'a rencontré il y a longtemps au Rwanda. On a eu le livre, je crois que c'est toi qui nous l'as
t'en as trouvé un exemplaire dans une librairie. On est rentré avec et on l'a lu, mon mari et moi, et il s'adressait à nous. Il s'adressait à nous. Bon, nous, on était déjà sensibilisés puisqu'on est arrivé au Rwanda. C'était le coup de poing. C'était pas de la fiction. Il faut aussi de ça. Mais je pense que la poésie, enfin, tous les moyens, ceux qui parlent aux gens et de quelle façon vont s'exprimer les gens, c'est ce qui s'est passé pour la Shoah. Il y a eu beaucoup de témoignages. D'ailleurs, on leur a dit très rapidement, au bout d'un an, écoutez, on sait déjà tout. Ça va, quoi. On sait déjà tout. Il sort encore des livres. On découvre encore des tas de choses. Comment est-ce qu'on peut cerner un événement comme un génocide? Mais un an après, déjà, en 1947, où on leur a dit, écoutez, ça suffit, on a déjà publié beaucoup de livres, voilà, quoi, les gens, vous passez à autre chose quand même. Donc ce phénomène-là, souvent, vous allez l'avoir aussi. Mais moi, je suis émerveillée et ravie qu'il y ait maintenant une floraison, la nature reprend, une floraison de témoignages. C'est très important. Et la dernière parole que je voulais dire, c'est Janine Altounian qui parle, elle, qui a été ici aussi plusieurs fois, à propos du génocide des Arméniens. Elle dit souvent, il faut faire un détour par une autre langue ou une autre culture. Et ce qui est intéressant, quand vous dites, par exemple, que Gaël Faye va être traduit, qui a été écrit en français, va être traduit en Kinyarwanda, ce détour, quelquefois, est absolument indispensable. Se faire héberger, peut-être, dans la culture de l'autre, pour retrouver pour arriver à exprimer ses propres marques. Et ce détour est souvent très important. Des gens comme Piotrowicz, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand écrivain de la Shoah, polonais, enfin ukrainien, a écrit en français. Après, ça a été traduit en allemand, mais il a dit qu'il ne pouvait écrire qu'en français, lui, un tout petit peu à distance de ces événements. Il a écrit des choses très, très, très fortes, avec des poèmes, des références. C'est-à-dire ce détour, peut-être, dans une culture, et là, ici, c'est le mémorial qui nous accueille, c'est quand même aussi un hébergement, et moi, je parle souvent d'hébergement psychique. On a besoin, quand on a passé une chose pareille, d'un hébergement, évidemment d'abord concret, d'un hébergement dans la culture de l'autre, même si la culture de l'autre a beaucoup à se reprocher, Vénus, puisque c'est la France, mais d'un hébergement psychique aussi, une espèce de contenant, parce que ce qui a été perdu aussi, quand il y a génocide, et c'est la différence avec les meurtres de masse, etc., parce que les gens, c'est que c'est toute la culture, c'est toute la langue, c'est tous les contenants d'une culture qui ont été visés et détruits en même temps. Donc, avant qu'ils se reconstituent, on a besoin éventuellement d'un hébergement provisoire, psychique et dans une langue. Et je pense que le mémorial, par exemple, depuis le début, nous fournit à tous ça. Voilà. Je ne veux pas parler trop parce que je m'efface derrière les témoignages. Je pense qu'ils parlent beaucoup mieux que moi. Et peut-être qu'on va maintenant donner un peu la parole à la salle, des questions, des remarques, des associations, pas seulement des questions, pour pouvoir dialoguer entre personnes et avec nos auteurs et autrices. Autrices, tu vois, je l'ai employé ce mot. Marcel. Merci. Merci Régine, merci aux intervenants. Je n'ai pas de mots, vraiment, j'ai pas de mots. Par contre, il y a ici, comme vous l'avez indiqué, c'est indiqué aussi dans le programme, des auteurs, des rescapés qui ont écrit des témoignages après la parution de notre programme. Donc, s'ils sont dans la salle, je vois par exemple Valens Kabarari. S'il veut dire un mot de son livre, on peut peut-être lui donner la parole en priorité. Merci. Merci. Ok, je suis Valens Kabarari. J'avais 7 ans au moment du génocide. J'ai mis du temps à écrire, mais enfin, j'ai commencé longtemps parce que j'écrivais plutôt des petits poèmes, mais fiction. Et donc petit à petit, surtout à cause ou grâce à mon petit frère, parce que on était une grande famille. Et là, il restait que moi et ma grande sœur et mon petit frère. Et mon petit frère qui avait 1 an au moment du génocide,
Et donc que j'ai retrouvé coupé avec une machette derrière la tête. Parce que quand on a tué ma mère, en fait, ma mère portait mon petit frère. Et là, je me suis occupé de mon petit frère tout au long du génocide. Et donc là, il est vivant. Donc je disais grâce à lui parce que des fois, il me posait des questions, des fois, il me disait qu'il arrivait des choses. Et même s'il avait un an, mais des fois, même, je me dis, mais tout ce que tu me dis, c'est ça. Et du coup, donc, à cause de ça, donc, je revenais sur mon histoire, sur notre histoire. Donc, petit à petit, je commençais à écrire des poèmes. J'ai écrit une pièce de théâtre aussi qu'on est en train de jouer. Et après, au bout des moments, donc avec Élise qui est là. Donc avec Élise, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que moi aussi, pour écrire mon histoire, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je me sentais à l'aise, avec qui me connaissait, parce que depuis que je suis en France, donc j'ai rencontré Élise et du coup on parlait tout le temps. La pièce de théâtre qu'on a fait avant avec d'autres jeunes rescapés, qui se posaient la question aussi comme moi, parce que moi, c'est vrai que je dis souvent que moi, mon histoire commence au moment du génocide, parce que je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé avant. Quand on parlait de la réconciliation, moi, je disais, mais je peux pas me réconcilier avec quelqu'un que je connais pas. Du coup, je commençais donc à me dire, il faut que j'écrive mon histoire, mais avec quelqu'un qui me connaît. Donc avec Élise qui m'a aidé, je l'ai raconté et on écrivait, j'écrivais quelques papiers, elle aussi, des fois je l'appelais pour le raconter, donc voilà. Et là le livre est sorti. Donc, c'est ça qui s'appelle Vivant. Donc là on a ici quelques copies. Merci. Merci. C'est le besoin ou d'un autre réel à qui on s'adresse. Je pense que le témoignage, enfin mon expérience du témoignage, moi avec les survivants de la Shoah, c'est que c'est une adresse à l'autre, à plus d'un autre, à des tas d'autres quand on l'écrit. Mais il est utile, il est important, souvent, de ne pas écrire seulement dans la solitude, mais qu'il y ait un autre que soi, à qui on peut faire confiance, puisque tu parlais de comment on rétablit le pacte de confiance. C'est l'écrivain rescapé Jean Améry qui dit, avec le premier coup reçu, c'est la confiance dans le monde qui vole en éclats, et peut-être pour ne plus jamais se rallumer. Alors lui était très radical. Elle se rallume peut-être, mais sous condition. Et on a besoin pour parler à plus d'un autre, éventuellement, souvent, d'un autre réel, c'est ce que vous venez de dire, à qui on peut refaire confiance et à qui on peut s'adresser pour s'adresser à plus d'un autre. C'est-à-dire, et aussi, moi je me souviens de ce qu'un survivant m'avait dit. Il m'avait dit, quand je vous vois, c'était des témoignages, vous savez, pour l'université d'Yale et Spielberg, il m'avait dit, madame, quand je vois votre visage, puisque je l'interviewais, ça m'a beaucoup touchée. Alors je sais que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que l'irréalité qui peut frapper et qui nous frappe quand on lit des choses en se disant c'est pas possible, ça n'a pas existé, mais elle frappe aussi souvent le rescapé lui-même, le témoin, et il a besoin d'être conforté dans sa parole et par un autre qui l'écoute, qui prend du temps pour l'écouter, qui n'est pas dans la compassion, parce que les survivants n'ont pas besoin de compassion. Ils ont besoin peut-être d'empathie et de quelqu'un qui soit prêt à les écouter. Et je pense que ce que vous dites, et qui les aide peut-être, plus ou moins, à accoucher d'un récit qui demande autant à se dire qu'à être tu. Voilà. Je voudrais... On continue ce que vous avez à dire. Faites-moi taire, parce que... Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier de votre parole qui m'a profondément touchée. Voilà.
J'aurais juste deux petites questions. Et, la première, vous aviez parlé de l'importance de la langue, de fait d'écrire dans la langue du Rwanda. Je voudrais tout d'abord savoir si dans la langue du Rwanda, est-ce qu'il y a un mot pour dire le génocide? Parce que génocide, c'est un mot, on va dire occidental. Est-ce que dans votre langue, il y a une appropriation de cet événement qui est traduit par un mot, qui se traduit par un mot? Et ma deuxième question, vous avez dit que on commençait à écrire au Rwanda dans la langue, et je voudrais savoir, est-ce que on parle beaucoup de la réconciliation au Rwanda, du fait par exemple qu'il n'y avait plus aujourd'hui de la nomination Tutsi et Hutu n'existait plus, mais est-ce que vous pensez que le pays est prêt à entendre, à lire les témoins? Voilà. Merci. Pour la première question, le mot génocide, il n'existait pas au Rwanda. On n'a rien qui soit vraiment complètement crédible là-dessus. On a eu des mots comme Itsembabwoko, extermination d'une ethnie ou d'une race. On a essayé beaucoup de choses et à la fin, on a préféré garder le mot génocide. Il a été kinyarwandisé. Donc c'est un mot maintenant qui est entré dans le vocabulaire rwandais. Et donc la réponse c'est ça. On n'a pas dans notre langue un mot qui puisse traduire le génocide. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'inimaginable dans le pays. Ça n'avait jamais existé, personne n'y avait jamais pensé. Et les gens ne pouvaient pas s'imaginer ou penser qu'un jour, une partie du peuple allait en exterminer une autre, poussée par l'État, soutenue par l'État, pour éliminer une partie du pays en l'accusant d'être seulement ce qu'il est. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de mot et on a préféré adopter le mot génocide en Kinyarwanda. On dit génocide. Ça s'écrit à la mode rwandaise, c'est J-E-N-O-S-I-D-E. Voilà, donc c'est entré dans notre vocabulaire, dans notre dictionnaire. Pour la deuxième question, vous demandez si le pays est prêt à la réconciliation, si j'ai compris. Bon, en tout cas, c'est un impératif si on veut survivre comme État, comme nation. Mais ce n'est pas du tout facile. L'État actuel, le pouvoir actuel, a tout fait pour que les Rwandais se réconcilient. Mais il ne force personne à le faire. Par exemple, moi, il ne peut pas me forcer à me réconcilier. Ça ne m'arrivera jamais. Vous me demanderez pourquoi, je vous le dirai, mais bon. Donc, l'État, lui, il encourage et il fournit des voies. On a procédé à des procès gachacha, de ces procès populaires, pour essayer de juger les gens qui ont participé au génocide. Bon, il y a eu des résultats positifs, mais il y a aussi eu des échecs. Je ne peux pas vous dire quel pourcentage, mais je sais qu'on n'a pas été à 100%. Et des gens qui ont l'idéologie du génocide imbibée dans leur sang. Philibert Mouzima, il va m'excuser de lui prendre son titre, son expression. Ces gens-là, beaucoup en apparence, ou en réalité je n'en sais rien, je ne suis pas dans le cœur de ces gens-là, semblent avoir abandonné
ses pensées et ses ambitions nocives. Mais il y en a d'autres, certainement, qui sont toujours là, qui sont toujours dans le déni, qui sont toujours qui ont toujours cet esprit-là de vouloir massacrer encore. Bon, heureusement, je crois qu'ils ne sont pas, j'espère qu'ils ne sont pas très nombreux et qu'ils sont contrôlables maintenant. Mais ce serait se faire vraiment une illusion que de se dire, ça y est, tout est réussi, tout marche bien maintenant. Non, on se bat toujours pour que cette réconciliation aille jusqu'au bout. Mais même finalement, moi, je ne pense pas que ce soit une nécessité absolue pour que le pays puisse vivre et se développer. Donc, la réconciliation, on essaye, mais je crois que c'est un long chemin. On verra jusqu'à quel moment on aura atteint cette réconciliation. Merci. Esther ou Beata voulez dire quelque chose? Et toi, Esther? Et pourtant, je pensais à ce que tu as dit. Je pense, qui a intérêt, qui parle de réconciliation, qui parle de pardon? On nous a inondés tout de suite après le génocide, de réconciliation, de pardon. Et j'ai l'impression que c'est un peu les bonnes âmes qui voudraient s'amender de quelque chose. Mais de l'autre côté, je me dis, on doit vraiment voir la réconciliation à plusieurs niveaux. Si j'étais le chef d'État, si j'étais Kagame, je voudrais bien voir une nation réconciliée. Parce qu'il faut quand même que ça marche au pays. Et je me souviens, avec Souad, quand nous avons écrit La fleur de Stéphanie, quand on a parlé avec des gens. On a parlé avec des survivants. Et souvent, ils nous ont dit, mais est-ce qu'on a le choix? Et ça, c'est vraiment platement la vérité. Si j'habite à Kigali ou dans une ville, je peux encore m'en foutre de qui est le voisin ou quoi. Je peux vivre un peu comme vous vivez ici, sans forcément avoir le soutien du voisin. Mais quand tu vis sur la colline, quand tu vis à la campagne, tu as vraiment besoin de vivre en bonne entente avec les autres. Est-ce que c'est... Moi, je ne parle pas de réconciliation, je parle de vivre en cohabitation pacifique. Et qu'on mette les garde-fous, et il y a les lois pour ça, il y a les dirigeants pour ça. Moi, je dis toujours, je suis contente que je n'ai pas eu la chance de me venger, mais je ne veux pas qu'on me tue non plus, qu'on me tue encore. Et il faut que il faut que les gouvernants mettent en place les instruments pour ça. Et c'est là où j'ai touché un peu à cette histoire de réconciliation. C'est à plusieurs niveaux. J'ai déjà besoin de me réconcilier avec moi-même et avec cette vie. Nous avons parlé hier, on avait une très bonne réunion avec les rescapés, jeunes ou moins jeunes. Et ils parlaient de toute une colère. Il y a beaucoup de jeunes qui ont parlé de cette colère qu'ils ont en eux. Où est-ce qu'ils peuvent la sortir? Comment est-ce qu'ils peuvent? Je souhaite que ces jeunes puissent vivre, pas toujours en colère. Et il faut qu'ils se réconcilient avec une vie, une bonne vie. J'espère que vous allez y arriver, que vous allez... Ils ont ri parce que j'espère qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants et une vie heureuse et tout. Mais c'est possible. Mais on amalgame tout, là, on parle de réconciliation, on pense tout de suite, le tueur et la victime et le bourreau, ça c'est méchant. Et ce n'est même pas nécessaire. Qu'on le punisse et qu'il ne fasse plus et que moi j'ai la paix et que je puisse avoir l'espoir que je puisse vivre en paix dans mon pays. Et la réconciliation avec mon pays, avec la langue, on parle beaucoup de la langue. Je me souviens des gens qui n'ont plus voulu parler. Et le Kinyarwanda, à un moment, je n'ai plus voulu parler français. Pendant le génocide, on se cachait de connaître l'anglais. Toutes ces choses, comment tu arrives finalement après à remettre tout en place et à vivre avec. Mais sincèrement, cette histoire, le rêve ou l'idéal, on est que des humains. Pourquoi voulez-vous que j'embrasse celui qui a tué les miens? Je ne veux pas le faire, mais ce qui est indécent, je ne suis pas dans le besoin. J'ai un toit, j'ai une vie et tout. Et quand tu vois comment certaines ONG viennent, on nous a fait le coup à Vega au début. Il y en a qui nous ont dit, on vous finance, mais à condition, mesdames, que vous faites ensemble avec les femmes des prisonniers. Et là, c'était vraiment au début, je vous ai dit, on était enragés, on leur a dit non merci. Parce que là, on était déjà, c'était notre sanité qui était en question. Pourquoi tu veux que j'aille encore faire avec pour que tu me construises une maison?
Mais il y en a qui ne peuvent pas se payer ce luxe de dire non merci. Et surtout si tu es dans un coin reculé et tu n'as que des familles, des bourreaux comme voisins, qu'est-ce que tu fais? Tu fais profil bas. Je ne sais pas. C'est un sujet assez fort. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de réponse univoque et qu'il y a des processus aussi, et il y a la temporalité. C'est pas, alors un chef d'État doit déclarer, au moins, enlever la mention Tutsi ou tout, parce qu'il a des préoccupations de chef d'État. Un chef d'État, il a la responsabilité d'un État, il devait remettre un pays détruit sur pied. C'est pas la même logique, les temporalités des sujets individuels. On ne peut pas les déclarer, ces temporalités-là. Donc, on peut déclarer une réconciliation, mais le processus, il prendra le temps qu'il prend. Et comme tu dis, personne ne peut me forcer à me réconcilier. On ne peut pas forcer les individus. On peut déclarer des choses au niveau de l'État parce que c'est nécessaire pour faire que l'État soit en état de marche. Ce qu'il l'est d'ailleurs, mais avec toutes les fissures à l'intérieur et tout ce que chacun vit, et ces processus-là, ils sont individuels. La raison d'État ne peut pas effacer les chemins individuels de chacun. Mais je pense qu'enlever la mention ethnique dans la carte d'identité, ça a été vraiment la meilleure chose qui soit. Quand nous sommes nés avec cette carte d'identité, la fiche signalétique qui te poursuit partout, je ne le souhaite à personne. Et après, comment, dans son psychisme et dans ses rapports avec les voisins, mais comme tu dis, il y a des gens qui ne peuvent pas faire abstraction du fait que leurs voisins, c'est les tueurs. Parce que toi, tu vis à la campagne, tu m'as dit. Comment je fais? Je vis à la campagne, mais si aller dans le plein nord, nord-est, donc presque à la frontière avec l'Ouganda, loin de mes origines. Mes origines, c'était à Boutaré. C'est là où je suis né. Mais après, j'ai passé 45 ans à Kigali. Donc, c'est à Kigali que j'ai eu plein de problèmes, que j'ai côtoyé des tueurs, des massacreurs, des génocidaires. À Boutaré, c'est là que les voisins, les anciens amis ont massacré ma mère et mes sœurs et leur progéniture, ainsi que leur mari. Donc je suis allé le plus loin possible. Bon, mais ça ne veut pas dire, j'ai pas fui Kigali à cause de ces voisins-là, parce que je les avais déjà fuis. J'ai fui mon quartier depuis 2000. J'ai quitté le quartier de Gikondo, où il y avait ma maison qui avait été détruite, que j'avais essayé de reconstruire. Je m'étais réfugié d'un autre côté, dans un autre quartier de la capitale, Nyamirambo. Donc ça faisait déjà plus de 15 ans que j'avais fui donc mon quartier de Gikondo. Voilà, donc j'ai fui tous les coins où j'avais de mauvais souvenirs. Donc là où je suis maintenant, comment je fais? Je m'adapte parce que dans ce coin-là, il n'y a pas de génocidaires. Bon, il y en a qui ont fui la région du nord, de Ruhengeri, de Gisenyi, qui sont venus s'installer dans cette région parce que c'est une région nouvelle. C'est l'ancien parc où l'on a installé des exilés de 59 à 60. Mais ceux-là, comment ils sont venus là pour se cacher, en fait, ou chercher des terres ou du travail. Donc là, comme je connais personne de ces gens-là, je les vois, mais je ne les connais pas. Je sais qu'il y en a qui ont des intentions ou qui parlent des choses qui se révèlent petit à petit. Mais là, je me sens moins menacé. Mais évidemment, ça n'empêche pas que chaque fois on se dit, c'est un jour, ils ont une occasion, ils vont nous m'acheter encore. Mais bon, pour l'instant, comme je suis au Rwanda, il n'y a pas d'autre coin où je puisse me réfugier. Je suis allé là, non plus pour simplement fuir, mais c'était parce que la capitale, je me sentais plus bien. Donc voilà. Merci. Il y avait des gens qui veulent parler. Oui, je voulais juste préciser à propos de ces questions de
de nomination d'un crime nouveau, un crime sans nom. Juste préciser que oui, il n'y avait pas de mot dans le Kinyarwanda pour désigner ce qui venait de se produire, mais en français et en anglais non plus, il n'y a pas eu de mots. Et c'est précisément pour cela que Raphaël Lemkin a forgé ce néologisme de génocide. Donc voilà, c'était juste pour apporter cette petite précision. Oui, bonjour. Je m'appelle Béatrice Ouambagé. Je fais partie de ces personnes-là, Esther disait, qui ont eu besoin et qui ont eu envie de ne plus parler le Kinyarwanda après 1994. Et je fais partie de ceux qui ont voulu s'éloigner du Rwanda, des Rwandais. J'ai mis longtemps à oser parler, à oser témoigner. Et j'ai eu besoin, j'ai fait recours à la fiction pour pouvoir parler, pour pouvoir témoigner. Bien sûr, une fiction qui est teintée et nourrie de mon histoire personnelle. Si vous le permettez, dans les 5 minutes qui restent, je vais vous lire un petit poème qui est dans ce livre-là qui vient de sortir aux éditions Sepia. Le titre, c'est Le silence des collines. Et le poème que je vais vous lire, c'est une prière à Imana. Pour ceux qui ne connaissent pas, Imana, c'est le dieu des Banyarwanda. Alors, j'ai du mal. Oui, je vais bien, merci. C'était dans ce pays, disait-on, que Dieu chaque jour venait passer la nuit. C'était dans ce pays, disait-on, que coulait le lait et le miel. Ce Dieu, c'était Imana. Ce pays, c'était mon pays. Mais tu dormais où ces nuits-là, lorsqu'en moins de 100 jours, 1 million de vies innocentes furent supprimées sur ces collines, devant un monde entier indifférent? Tu dormais où ces nuits-là, lorsqu'en moins de 4 ans, la peur a envahi tous les esprits, la haine a préparé les milices, aiguisé les machettes, sorti les mitraillettes, les lance-roquettes et les kalachnikovs? Tu dormais où ces nuits-là, lorsqu'en moins d'un demi-siècle, la culturation a été acceptée, l'idéologie raciste intériorisée, en ville comme à la campagne, sur les hauteurs comme dans les vallées? Tu dormais où ces nuits-là, lorsqu'en moins d'un siècle, nos coutumes ont été ternies, nos croyances attaquées, nos mœurs jadis valorisées, travesties, nos habitudes jadis transmises, remplacées, notre culture jadis sacralisée, profanée? On nous aurait donc menti. Ce n'était pas dans ce pays que Dieu venait passer ses nuits, que coulait le lait et le miel, que l'enfer a craché tous ses démons, que fisaient les larmes et le sang, des femmes enceintes, des bébés, des vieillards agonisants. Ce n'était pas dans ce pays que l'apocalypse a eu lieu. Les maris ont massacré leurs femmes, les patients leurs médecins, les professeurs leurs collègues, les voisins leurs amis. La ligne rouge était franchie, le fil déjà coupé, l'irréparable commis. La Mahano était tombée là, dans ce pays où il se disait que Dieu venait passer ses nuits. Les yeux du monde entier nous ont regardés, avec empathie paternaliste pour certains, cynisme vibrant pour d'autres, murmurant à toutes les oreilles: voilà ce peuple sans Dieu, fait de barbares primitifs, des monstres sans âme, des monstres qu'ils ont entraînés, des monstres qu'ils ont armés, des monstres qu'ils ont fabriqués. Depuis ces jours, il y a l'avant et il y a l'après. L'avant où ton absence était brillante, ton indifférence criante, ta cécité insultante. Et il y a l'après. L'après où tu n'existes plus.
Tous tes temples sont détruits, remplacés, jetés tels des ordures nauséabondes, tels des objets encombrants. Et c'est dans ce pays que chaque jour tu passais tes nuits? Depuis, aucune place ne t'est réservée. Les petits coins dans les demeures où négligemment tu te posais, ces petits coins aujourd'hui sont ostensiblement réhabilités. En chapelle mariale bénie, en oratoire du Sacré-Cœur, en sanctuaire pour Allah. C'est dans ce pays où chaque jour tu passais la nuit que la honte s'est emparée de tous tes enfants déboussolés. Honte de ce Dieu indigne, honte de ce Dieu impuissant, honte de ce Dieu défaillant. C'est dans ce pays où chaque jour tu passais tes nuits que vers les dieux d'ailleurs ils se sont tournés, les dieux dits de miséricorde et de pardon, les dieux dits de paix et de pitié, les dieux dits d'amour et d'amour. Sur ce pays, disait-on, que chaque jour tu passais tes nuits, ta lumière jadis irradiée. Tu étais le trait d'union d'un peuple entier dévoué, le premier de sa grande cordée. Tu étais Imana et c'était mon pays. Dans ce pays, disait-on, que chaque jour tu passais la nuit, que coulait le lait et le miel. Telle une maladie honteuse, tu t'es résigné, caché on ne sait sous quel cieux, blotti on ne sait dans quel bras, endormi on ne sait dans quel lit. Mais réveille-toi, Imana, ne vois-tu donc pas cette incongruité, où s'engouffrent ces âmes perdues, où se perdent ces esprits égarés, d'un peuple désorienté en perte de tous ses repères? Reviens comme tu veux, me reviens, par la pluie ou le soleil, par le murmure des champs après la moisson, le bruissement des collines après le passage des troupeaux, la caresse des vents d'été, le parfum des eucalyptus au printemps, l'odeur de la terre rouge après la pluie, le scintillement des eaux des lacs, le fourmillement des rivières lentes et des marais, les chants des oiseaux ou les rires d'enfants. Reviens, reviens, reviens. Dis-nous donc où tu passes tes nuits, qu'on t'envoie les plus habiles des messagers, les plus douces de nos jeunes filles. Le lait de la plus belle de nos vaches, on préparera. Le miel de la plus parfumée des forêts, on apprêtera. Sera fait le lit avec les plus lisses des papyrus, avec les plus solides des bambous. Reviens, reviens, reviens. Au clair de la lune, nous danserons. Jusqu'au matin, nous festoierons. Le lendemain, ce sera un nouveau jour. Le cauchemar sera terminé, clos pour l'éternité. Et dans ce pays, on redira que Dieu y repasse ses nuits, qu'il y coule à nouveau le lait et le miel sur chacune de ces collines. Ce Dieu, c'est toi, Imana, le Dieu de tous les miens, le Dieu de tous les Banyarwanda. Ce pays, c'est mon pays, c'est notre pays. Il y a encore deux interventions. Oui, c'est peut-être difficile de prendre la parole après vos témoignages. Je le fais tout de même parce que si je suis ici, et peut-être vais-je rompre un peu l'atmosphère qui nous émeut là, c'est que nous sommes ici, je suis ici, pour que aussi mon pays accepte un jour d'ouvrir les archives. D'autre part, j'ai vécu la tentative d'extermination des Juifs. Et quand vous utilisez ce terme de génocide, j'ai toujours refusé, moi, de l'utiliser. Parce que, justement, vous êtes ici. C'est parce qu'il y a eu tentative, et tentative qui a échoué. Et je crois qu'il faut aussi, bien sûr, reconnaître tous les morts, mais aussi tous les vivants que vous êtes. Merci. Il y a encore une intervention. Je vous remercie. Je m'appelle Rodrigue et j'aimerais premièrement remercier Madame Esther qui m'inspire depuis plusieurs années. Je salue beaucoup vos travaux. Et ça m'a rappelé une phrase d'un de vos écrits que j'ai lu un jour. Il disait, c'est comme si hier, on avait perdu les nôtres et le lendemain, on nous a demandé
d'aller se réconcilier. Donc il y a eu cette étape de deuil qui a été pas sautée mais un peu minimisée. Et vous m'avez mise à l'aise parce que je peux en parler parce que vous avez évoqué ça. Du coup, ces transmissions aussi, le deuil, ça sert d'une certaine manière aussi à la transmission. Ça a un peu coupé ces transmissions. Et nous, qui étions jeunes à cette époque-là, et on vous voyait vraiment, quand je parle avec Espérance ou des autres de l'âge de mes parents, on a un langage de sourds. Où ils me disent, ouais, vous connaissez pas Françoise de chez tel et tel, mais arrête de faire semblant. Je dis, mais non, je les connais pas, en fait. Du coup, ok, au bout de 5 minutes, vous arrêtez la conversation. C'est plus partage d'émotions qu'on fait avec vous, tous ceux qui sont à l'âge de nos parents. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré Valence, d'une façon, comment dire, on était amis au départ, mais j'ai découvert qu'il me sert aussi à quelque chose d'autre. Parce que moi, dans ma tête, la transmission, c'était vertical, c'était de génération à génération, tout ça. Et je me suis retrouvé à passer des nuits blanches avec Valence, tout ce qu'il a écrit dans son livre, même tout ce qu'il me raconte dehors. J'ai découvert une sorte de transmission horizontale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné. Et je salue beaucoup ce courant qui est parti de vous, des écritures, maintenant qui commence à envahir les jeunes. J'encourage vraiment les jeunes aussi à écrire parce que on en a besoin. Ne croyez pas que vous écrivez pour rien ou que vous avez rien à dire. Mais moi, personnellement, je préfère un livre de quelqu'un presque de mon âge que les personnes plus âgées, les générations anciennes, quoi. Du coup, c'est pour vous dire bravo et courage et merci beaucoup. Pour ce terme de transmission horizontale, moi qui suis une spécialiste de la transmission, moi je parlais plus de partage, mais est-ce que j'aurais le droit de m'en resservir ? À 14h. À 14h. Attention, pétante. Oh là. Sinon, elle sera fâchée. Alors à tout à l'heure, 14h.